Avant d'écouter votre épisode, je me permets de vous parler de quelque chose. En septembre, je lance officiellement mon studio créatif pour aider les indépendants et les entreprises à créer leur contenu et plus précisément leur podcast. En ce sens, si ce projet est dans un coin de votre tête, j'aurai besoin de 5 minutes de votre temps pour répondre à mon enquête qui se trouve dans les notes de l'épisode. Merci infiniment par avance. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020 ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à Hello from Paris ou Histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et le commenter. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte, professeure de yoga à Dubaï. Bonjour Charlotte. Bonjour. Je suis ravie que tu sois avec moi aujourd'hui. On va parler de ta vie à Dubaï, de ton métier, de ta reconversion aussi, parce que je sais que tu n'as pas toujours été professeur de yoga. Mais tout d'abord, une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Ok, oui bien sûr. Donc, comme tu l'as introduit, je suis professeure de yoga et j'aimerais préciser qu'avant d'être professeure de yoga, je suis d'abord amoureuse du yoga, passionnée du yoga et que je reste une étudiante dans ma matière. D'accord. Je vais continuer à me former toute ma vie, je continue à prendre des cours, énormément de cours et au final, l'enseignement que je transmets, les cours de yoga, au final, par rapport au reste de ma vie, ça reste résiduel. Donc, c'est la première chose. Oui, prof de yoga, mais dans une autre atmosphère, dans un environnement beaucoup plus large du yoga. C'est vraiment devenu, c'est mon mode de vie, en fait. Ok. Donc, ça, c'est la première chose au niveau professionnel. Ensuite, là, je suis une jeune femme, maman de 2 enfants. La petite Sophia qui a 6 ans et la petite Farah qui a 18 mois. Sophia veut dire la sagesse, Farah veut dire la joie. Donc, on reste dans le même environnement. Jusqu'au bout des prénoms de mes enfants. Tu as voulu les appeler comme ça parce que c'était la signification ou c'est un... Non. Alors au contraire, j'ai beaucoup cherché la signification. Moi, je voulais des prénoms qui avaient une signification. Ouais. Donc je suis mariée à un arabophone, donc mon mari est libanais. Je voulais des prénoms qui soient aussi des prénoms mixtes. Sophia, on en trouve partout dans le monde. Je me suis rendu compte après coup que c'était même le prénom le plus donné dans le monde, mais peu importe. Il est très usité et côté francophone et côté libanophone. La signification était superbe pour moi. Et puis Farah, pareil, un peu moins dans les pays francophones, mais dans les pays anglophones, ils l'ont pas mal. Ils le prononcent pas Farah, mais ils le prononcent Farah. Et oui, j'ai aussi beaucoup aimé la signification, la joie. D'accord. On les a choisis pour les significations, bien sûr. Super chouette. Il y a combien de temps et dans quel contexte tu es arrivée à Dubaï ? Alors, je suis d'abord arrivée dans les pays du Golfe il y a 7 ans. J'étais enceinte de ma première fille. Et puis, je suis arrivée tout simplement dans le contexte d'une mutation professionnelle. D'accord. Donc, je travaillais dans un gros cabinet d'audit, audit, fiscalité et consulting. Moi, j'étais dans la partie consulting et on avait des bureaux partout dans le monde. On s'est fait muter avec mon mari d'abord au Qatar. On a atterri à Doha. On y est resté 2 ans et en 2016, on est arrivé à Dubaï. J'étais toujours avec la même compagnie. Et puis, depuis, on y est resté alors qu'on avait d'abord signé pour 1 an. Ah ouais. Donc, visiblement, on s'y plaît. Et tu es restée combien de temps, du coup, dans ce job pour lequel tu étais arrivée Alors, dans les pays du Golfe, j'ai fait 2 ans au Qatar plus 1 an à Dubaï. Mais en tout, j'avais fait quasiment 10 ans en consulting.
Ok. Et pourquoi tu as décidé alors de quitter ce job pour le yoga? Alors, j'ai pas quitté pour le yoga. Ok. J'ai décidé de ne pas retravailler en corporate parce que c'était un environnement qui n'était plus épanouissant pour moi. Ouais. En plus, je pense qu'en tant que jeune maman, c'était aussi un peu compliqué. Ici, l'école finit assez tôt. Les premières années en petite section, Sophia finissait à 2h. Donc, ça voulait dire qu'elle finissait l'école. Il fallait avoir en plus de l'école, une nanny l'après-midi. Bref, c'était une logistique un petit peu compliquée. Et on s'est dit que j'étais pas épanouie. Sophia a rentré en petite section. Je pouvais arrêter et voir. Mon premier projet, c'était pas le yoga. Moi, je faisais du yoga depuis longtemps, depuis 2012, et j'adorais cette pratique. En passion à côté, quoi, en activité, ouais. En passion à côté, vraiment comme une activité, et je rajouterais même comme une activité sportive. Et c'est à partir du moment où j'ai eu plus de temps pour moi, parce que Dubaï m'a donné cette possibilité d'avoir le temps, d'avoir ce luxe de prendre le temps, que je me suis rendu compte qu'au-delà d'une activité physique, c'était vraiment une pratique. Qu'il n'y avait pas que la partie asana, la partie la déposition physique, mais qu'il y avait aussi la partie pranayama, la partie respiration et la partie relaxation, méditation derrière. Donc c'était un système bien plus enrichissant, et que je pouvais prendre cette pratique en dehors de mon matelas quand je rentrais chez moi. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à transférer. Je me suis jamais vue comme un coach sportif, pour faire une confession que peut-être mes étudiants entendront, surtout ceux qui m'appellent coach. Moi, j'ai jamais été particulièrement sportive. Pour vous donner une anecdote très personnelle, mon papa est médecin, et pendant toutes mes années collège, j'ai piqué les ordonnances de mon papa pour me faire dispenser de mes cours d'EPS, éducation physique et sportive. J'étais indisposée toutes les semaines. Indisposée, pour ceux qui sont d'une autre génération, ça veut dire que j'avais mes règles toutes les semaines. Donc voilà, j'étais vraiment pas partie pour être mais c'est bon sportif. À savoir en fait que finalement t'étais pas sportive et t'es passionnée par le yoga aujourd'hui, et t'es forte du coup dans le yoga aujourd'hui, quoi, dans le yoga. Si je peux me permettre de corriger, il n'y a pas de forte dans le yoga. D'accord. Et surtout pas quand on parle de forte parce que tu es forte au niveau physique. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de Jeux Olympiques du yoga, c'est pas une matière justement où on est dans cette logique de compétition, d'accomplir. Parce que moi personnellement, pour se faire du bien sans but. J'ai commencé et je suis pas souple du tout, tu vois. Donc pour moi, je suis mauvaise dans le yoga. C'est une erreur que tu fais. Tu n'es absolument pas mauvaise. Et en fait, quand j'ai des étudiants qui me disent « Oh, regarde, j'ai progressé, je peux toucher mes pieds ». Je dis « Cool, ok, super ». Quand j'ai un étudiant qui me dit à la fin de la séance, je me suis endormie, je dis « Ah, là, on y est ». Là, tu as progressé véritablement, parce que c'est ça qu'on cherche, ce lâcher-prise, cet état de relaxation, cet état où tu vas te sentir juste en accord avec toi-même, et que tu vas pouvoir être au cœur de ton moment présent. Okay. Donc la souplesse, c'est pas un critère. Il n'y a pas de critère d'évaluation, mais la souplesse, je pense que si on devait mettre des critères d'évaluation, ce serait vraiment le dernier. À l'inverse du cliché qu'on peut avoir du yoga. Moi, souvent, j'ai des gens qui viennent et qui me disent « Charlotte, je peux pas faire des cours de yoga avec toi parce que je ne suis pas assez souple ». C'est pas ce dont on a besoin, et de toute façon, la souplesse vient en pratiquant. C'est un effet collatéral, mais c'est pas du tout un prérequis. D'accord. Ok, bon c'est très bon à savoir. Je vais un peu me déculpabiliser, me sentir mieux pendant mes cours de yoga. Ah mais vraiment, vraiment. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est Dubaï finalement qui t'a donné envie de prendre soin de toi et des autres, de vivre ici, ou finalement tu penses que tu te serais lancée si tu n'avais pas été aux Émirats? Je pense que j'avais un terrain pour vouloir m'occuper des autres, leur permettre de chercher une forme de bien-être. Donc ça, c'est sûr qu'à la base, il y avait un terrain. Donc Dubaï ne m'en a pas donné l'envie, mais il m'en a donné l'opportunité. Elle m'en a donné l'opportunité. Si j'étais restée à Paris, je ne sais pas si objectivement on aurait pu vivre à un seul salaire, tout simplement. Et si il m'aurait été donné d'essayer. Exactement. Ouais, je comprends tout à fait. Et quand tu as pris des cours de yoga aux Émirats et à Dubaï, comment tu décrirais l'offre et les professeurs de yoga et les retraites peut-être auxquelles tu as pu participer? Est-ce qu'il y a une grande offre de professeurs et de pratiques de yoga? Alors, j'ai pas de statistiques, donc c'est vraiment mon ressenti, et je veux vraiment mettre cette réserve. Mon ressenti, c'est que les choses changent.
les choses changent et j'imagine que le Covid a aussi amené un certain changement. Donc, je vais m'expliquer. Je pense qu'il y a 5 ans, quand je suis arrivée, la diversité du yoga, en tout cas en studio, était moindre qu'aujourd'hui. Et ce que je remarquais à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de studios qui proposaient des cours très axés sur le physique. Il y avait beaucoup de cours de vinyasa, il y avait beaucoup de power yoga, yoga dans la chaleur, etc. Et en proportion, un nombre infime de cours de méditation, pas du tout, je crois, en studio, de cours de respiration. Donc l'offre était moins diverse. Mais petit à petit, je vois que oui, l'offre en studio se diversifie. Et je pense que ça, je peux l'accompagner par un élément qui corrobore ça. L'offre au niveau des formations de profs se diversifie aussi. Donc il y a maintenant beaucoup de formations pour le yin. J'ai vu qu'il commençait à y avoir quelques formations de Kundalini. C'est des choses qui étaient relativement peu présentées, je crois, quand je suis arrivée. Maintenant, peut-être que j'avais pas la full picture, peut-être que j'étais pas au courant de tout ce qui se passait et que maintenant je suis plus au courant. Après, pourquoi je dis que le Covid a peut-être un peu accompagné ce mouvement? Je pense qu'à l'échelle individuelle à l'échelle individuelle, on a tous ressenti, on s'est tous éveillés sur certains domaines, on s'est tous rendu compte qu'on était un peu déconnectés de nous, de nos proches, des choses qui étaient finalement le cœur de nos valeurs. Et je pense que les gens ont voulu se poser, se reposer dans cette vague du Covid et ils sont allés chercher dans le yoga d'autres pratiques, moins axées sur le physique, mais justement plus axées sur la relaxation, la méditation, la respiration. En fait, la respiration, la relaxation et la méditation, on peut les englober dans la même chose. Le but, c'est de se concentrer sur un élément. Donc, soit on se concentre dans sa tête sur le flow, peu importe, ou on se concentre sur sa respiration, mais la logique est la même. On veut arriver à cet état où on est juste là en train de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. D'accord. Moi, ça me parle un petit peu. Donc, je connais un petit peu le Kundalini et toutes ces formes de yoga. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas grand-chose et qui souhaiteraient apprendre, toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les différents types de yoga qu'il y existe et ceux que tu as pu voir enseigner aux Émirats et à Dubaï? D'accord. Alors, donc on peut englober on peut englober tous les styles de yoga physique sous le nom générique de Hatha Yoga. Hatha Yoga. H-A-T-H-A, je crois. Ensuite, sous ce nom générique de Hatha Yoga, vous allez avoir des pratiques, des styles divers et variés. Donc, il va y avoir le Hatha tel que labellé dans les studios. Généralement, ça va être un yoga assez lent, où on tient les positions debout assez longtemps. Vous allez travailler en force et vous allez travailler en profondeur dans vos muscles. Ensuite, il va y avoir le vinyasa qu'on retrouve dans beaucoup de studios. Donc là, c'est un rythme beaucoup plus cadencé et le principe de base, c'est qu'on bouge avec son souffle. Un mouvement, une inspiration, un mouvement, une expiration. Donc ça va beaucoup plus vite et il y a généralement une séquence qu'on répète entre 2 et 3 fois dans le cours. Donc ça va assez vite, c'est assez créatif, c'est assez chorégraphique. Moi je trouve ça personnellement très joli. Ensuite vous avez le Bikram qui a fait beaucoup parler de lui avec Monsieur Bikram, oui. qui n'a pas fait que du bien à la réputation du yoga. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un reportage sur Netflix? Exactement, il y a un reportage sur Netflix qui est bon à regarder parce que il faut pas se voiler la face, il faut pas faire l'autruche. C'est des choses qui existent dans le monde du yoga. Bien souvent, les gens qui s'autoproclament gourous peuvent avoir cette tendance à se sentir d'un coup d'un seul Dieu sur terre et vouloir abuser ces propres gens qui ont cru que cette personne était Dieu sur terre. Donc oui, le statut de gourou, je trouve que c'est très dangereux. Moi, je suis fondamentalement contre cet intitulé parce que pour moi, dans la logique du gourou, ça veut dire qu'on va entraîner un certain nombre de gens dans notre sillage. Oui. Alors que moi, dans ma pratique, ce que je cherche à apporter aux gens, c'est le contraire. Je te guide
ici et maintenant, mais après, je veux que tu t'en ailles. Ouais, et je veux que sûr. tu pratiques à ta façon, que tu trouves ta pratique. Ouais. Je suis plutôt pour la liberté plutôt que pour cette atmosphère autour du gourou auquel on s'attache, dont on dépend et qu'on croit envers Dieu sur terre. Exactement. Donc c'est vraiment pas une logique que je partage. Donc il y a eu Bikram dans la chaleur, une séquence qui était toujours la même, puisque Bikram a fait ce qu'il a fait, incluant harcèlement moral et sexuel auprès d'étudiants et auprès de gens avec qui il a travaillé. Il y a beaucoup de studios qui avaient investi pour pouvoir fournir des cours dans la chaleur et qui se sont dit on va plus payer la licence de Bikram, mais des cours dans la chaleur, oui, ça a aussi un intérêt de faire les cours dans la chaleur. Donc il y a beaucoup de cours donc les heat yoga, ça peut être plus lent, ça peut être plus accéléré. Il y en a aussi à Dubaï, du coup, dans le désert, par exemple, ou non, pas forcément? Alors, dans le désert, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir une infrastructure puisqu'il fait chaud à partir d'une certaine période de l'année. Je ne sais pas s'ils font des cours de yoga dans la chaleur dans le désert, mais il y a beaucoup de studios, oui, il y a beaucoup de studios qui vous permettent de faire des cours dans la chaleur. Ça, c'est une certitude. Généralement, le studio est à 41 ou 42 degrés. Donc, votre corps est réchauffé par l'environnement, ce qui vous permet, même sans échauffement, d'aller plus loin dans les positions. Donc, avec l'échauffement et le début de votre pratique, à la fin de la séance, vous vous sentez vous envoler. Mais je sais faire le grand écart. Oui. Et demain, tu vas sentir que tu as fait le grand écart. Aïe, aïe, aïe. Donc, le yoga dans la chaleur et le Kundalini. Le Kundalini, moi, quand je suis arrivée à Dubaï, il n'y en avait quasiment pas. Et ça, c'est vraiment une nouvelle addition que je peux voir à Dubaï. Donc, le Kundalini, encore une fois, le Kundalini, c'est très varié. Mais si on veut s'en tenir vraiment au générique, ça va être une pratique assez statique. On est soit assis, soit debout. On va essentiellement travailler avec le haut du corps. On peut avoir le bas du corps, l'assise, dans des positions traditionnelles qui vous sont expliquées et dont on vous explique les bienfaits. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment faire circuler les énergies, les libérer au travers des positions qui restent assez simples, même si quand vous répétez un même mouvement, vous finissez par le sentir au niveau musculaire, au niveau des chants, au niveau de la respiration, et puis tout le lien, tous les ponts sont faits pour que vous activiez vos chakras. D'accord. Donc les centres d'énergie tout le long de votre colonne vertébrale, de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne de votre crâne. Ok. Et là, avec ça, on a vu tous les types de yoga. Non, on n'a pas vu tout. On a le Kundalini et on a aussi le Yin, le restauratif. Donc le Yin. Ça s'écrit comment, le Yin? Ça s'appelle Y-I-N, Yin yoga. Okay. Et le yoga restauratif. Donc c'est des pratiques qui, à mon avis, je ne suis pas experte ni dans l'un ni dans l'autre, mais se ressemblent. C'est des positions où on reste longtemps dans la posture, pour travailler encore une fois comme dans le hatha, pour travailler en profondeur. Et je crois que donc à la différence du hatha, je dirais que dans le hatha, on est très engagé, alors que dans le yin et le restauratif, on se soumet complètement à la position. D'accord. On reste jusqu'à 7 minutes, donc on évolue dans une même position en allant plus loin. D'accord. Et toi, tu pratiques tous ces types de yoga? Alors, c'est une très bonne question. Donc je pense que les labels qu'on donne au yoga, c'est très utile quand on est un gourou, avec ou sans le titre de gourou, et qu'on a développé sa propre pratique, qu'on a revendue avec un copyright après, ou qu'on a un studio. Là, c'est important pour les gens, pour les étudiants, de savoir plus ou moins à quelle sauce ils vont être mangés, quel genre de pratique on va leur offrir. Maintenant, moi, j'ai fait des cours de tous les types, et ce que j'offre comme yoga, c'est le yoga que les étudiants vont venir me demander. Donc, si la personne arrive avec une condition physique particulière, je suis très contente de travailler avec sa condition physique et de lui offrir une séance de yoga dans laquelle elle va pouvoir travailler en force, en souplesse, en mobilité, mais sans se blesser, à son rythme et en prenant du plaisir. Si j'arrive face à quelqu'un qui, au contraire, fait beaucoup de sport et qui n'a pas très envie de travailler sur la méditation, la relaxation, je vais lui dire oui dans un premier temps. Je vais incorporer par petites touches des éléments qui sont pour moi importants, la respiration, la méditation, mais je vais aller dans son sens aussi. Donc j'ai vraiment un spectre très large de pratiques. Ce que je veux, c'est amener la personne, encore une fois, à trouver sa pratique, et je puise dans tous les cours, dans tous les professeurs avec qui j'ai travaillé. C'est pour ça que j'introduisais le propos en disant je reste étudiante et je veux continuer d'apprendre, parce que je ne sais pas qui je vais rencontrer en tant que professeur. Je peux avoir quelqu'un qui va avoir besoin de ce que j'ai appris
il y a 3 ans avec Dina, il y a 2 ans avec Diana. J'ai fait des cours avec Dina Gandour. Exactement. Mais c'est vachement intéressant. Et est-ce que tu dirais que il y a un type de yoga en fait correspond à une certaine personne ou à un certain besoin? Par exemple, quelqu'un qui est vachement stressé, on va lui conseiller un type de yoga, ou est-ce que tu dirais que voilà, un type de yoga correspond à un certain besoin Alors, il y a des yogas qui correspondent à des besoins, ou en tout cas qui s'y prêtent mieux. Maintenant, quand un étudiant arrive, parfois, il n'évalue pas bien le yoga dont il a besoin. Je suis très stressée, je veux faire un yoga très dynamique. Pas forcément. Tu as déjà l'habitude de vivre dans un tourbillon, tu fais de la boxe à côté, pourquoi ne pas prendre l'opportunité du yoga justement pour balancer, équilibrer cette vie un peu folle dans laquelle tu vis, pour te rééquilibrer et puis te remettre au milieu en fait. Donc oui, bien sûr, il y a des yogas qui se prêtent plus à certaines conditions, que ce soit les conditions physiques, que ce soit les conditions et que ce soit les conditions mentales, même les conditions spirituelles. Il y a certaines personnes qui veulent élever leur pratique du yoga au niveau spirituel. Je pense qu'un cours de power yoga, je n'en sais rien, je ne sais pas, mais n'est peut-être pas le cours le plus adapté pour développer ce genre de pour travailler sous cet angle. D'accord. Donc toi tu recueilles en fait les besoins des personnes qui viennent te voir et tu les conseilles en fonction de. Et comme je travaille pas en studio, que je travaille essentiellement en cours particulier, je leur fais des séances qui correspondent à leurs besoins et puis on avance ensemble sur la base de ça. Mais la pratique évolue. On est enceinte, on passe sur un yoga différent. On est stressé, il est recommandé de passer sur un yoga plus yin ou restauratif. On est au contraire dans une période de notre vie où on est tranquille. Pourquoi ne pas passer sur une pratique de yoga plus dynamique? Donc notre pratique, parce que nos besoins, parce que notre corps évolue, elle évolue en permanence. Ok. Et quels sont les bienfaits du yoga? Les bienfaits, il y en a plein. Je me doute, mais bienfaits, il y en a plein. Peut-être naturellement. Alors on peut fonctionner par tranche. Donc au niveau physique, on va travailler donc vous allez renforcer votre corps, le rendre plus souple. Vous allez faire circuler les énergies. Vous allez en respirant, vous allez développer vos capacités respiratoires. Vous allez faire le lien entre la respiration et le mental. Donc la respiration vient prendre le dessus sur les fluctuations de votre cerveau, de votre cerveau. Donc ça va ralentir. Donc en même temps que vous allez ralentir votre rythme cardiaque, vous allez tout doucement sentir que vous ralentissez aussi le flot de vos pensées, et peut-être entre deux pensées réussir à trouver cette nanoseconde pendant laquelle vous ne penserez pas. Sentir la libération. Oui, donc ça impacte forcément le niveau de stress en ralentissant le flot de nos respirations, en ralentissant le flot de nos pensées, en comprenant que nous ne sommes pas nos pensées, qu'on n'a pas besoin de créer un scénario Hollywood sur chaque pensée qui vient à nous, mais qu'on a cette capacité, si ce n'est de contrôler le flot de nos pensées, au moins de ne pas élaborer autour, moins de stress, de meilleures nuits de sommeil. Oui, globalement, après, au niveau médical, il a été prouvé qu'il y en a plein d'autres. Ça améliore la digestion. Je pourrais toutes vous les citer, mais pour être honnête, j'ai pas plus de. Je pourrais vous citer tous les bullet points, mais je sais pas si c'est un grand intérêt. D'accord. Non, c'est déjà super intéressant. Et d'où ça vient le yoga? Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire du yoga? Parce que franchement, j'y connais rien. C'est vrai que ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Donc, le yoga, traditionnellement, c'est une pratique qui nous vient d'Inde. En tout cas, qui nous vient des pays asiatiques, puisque jusqu'à 200 ans avant Jésus-Christ, avec les sutras de Patanjali, on n'avait rien d'écrit, donc on ne sait pas. Enfin, voilà, il y a l'avant Patanjali et l'après Patanjali. On a des écrits qui nous permettent de dire que globalement, ça venait de cette période, de cette partie du monde. À partir de Patanjali, donc les choses deviennent un petit peu plus. Donc il y a un système qui se crée avec les écrits, les sutras de Patanjali. Essentiellement, il a recueilli ce qui se transmettait oralement, verbalement, de génération en génération. La portion qu'il a lui-même apportée au sutra de Patanjali, on n'en est pas sûr, mais ça a bien systématisé le yoga. On est resté sur une pratique
assez similaire à celle de 200 ans avec Jésus-Christ pendant relativement longtemps, même s'il y a certainement eu des influences, la rédaction de Tantra, etc. Il ne s'est pas rien passé, mais quasiment jusqu'à la fin du 19e siècle. Encore une fois, j'ai pas un doctorat en histoire du yoga, donc peut-être que, il y a des grandes personnes qui ont dit des choses entre les deux et je les ai juste pas lues. Pas de souci. Mais oui, jusqu'à quasiment la fin du 19e siècle et la fin du 19e siècle, je crois qu'il y a une intervention aux États-Unis d'un grand maître du yoga qui a parlé en public, qui a sensibilisé, qui a réussi à émouvoir les foules. Et à partir de là, il y a eu tout le yoga moderne qui s'est développé avec Iyengar, avec Bikram, avec d'autres gourous qui ont mis un petit peu le yoga au goût du XXe et du XXIe siècle et qui ont intégré la partie européenne et américaine, donc toute la partie ouest du monde dans le yoga. D'accord. Et tu sais, si toutes les cultures pratiquent le yoga, et toi, à Dubaï, par rapport aussi à ta clientèle, est-ce que tu vois, par exemple, plus de nationalités qui sont intéressées par le yoga que d'autres ? Je pense que oui. Non, je pense que tout le monde pratique le yoga. Je ne pense pas qu'il y ait des nationalités plus intéressées que d'autres. Parce que je pense que c'est pas un clivage qui se fait sur la base de la nationalité, tout simplement. C'est vraiment il n'y a pas de clivage, mais c'est vraiment une démarche qui vient de notre moi le plus profond. Et qu'on soit français, qu'on soit peu importe d'où on vienne, on peut avoir cette envie d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes. On peut avoir envie d'approfondir notre conscience de nous-mêmes au travers de cette pratique du yoga. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait et toi, de du coup, nationalité plus ou moins encline à pratiquer. Tu donnes des cours à tout type de nationalité, tout type de profil ? Moi, je donne des cours en français, donc ça limite forcément un petit peu le spectre, mais je donne tout type de background. Tout type de background. J'ai vraiment une population très diverse, très variée. Ok. Pour quelle occasion, interviens-tu ? Alors, tu donnes des cours, mais est-ce que ça peut t'arriver d'intervenir sur d'autres occasions, comme des anniversaires ou des événements Des anniversaires, on m'a jamais demandé, mais des événements bien-être, oui, bien sûr. Il y a aussi des événements en partenariat avec des marques, ça se fait pas mal à Dubaï. Une marque qui veut développer, par exemple, une montre intelligente, qui va proposer pendant une semaine avec le lancement d'un produit des cours en incluant le cours de yoga pour voir, parce que généralement dans l'application. Donc ça, oui, ça se fait. Mais sinon, en événement, dans les team building, dans les activités d'entreprise, quand ils veulent, ça se fait pas mal. Mais oui, c'est à peu près tout ce que je vois. Là, les anniversaires, j'ai pas vu. Mais pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, complètement. Tu organises une retraite prochainement, justement, et tu me disais en off que c'était le point de départ de nombreux autres. Est-ce que tu peux m'expliquer ce concept de retraite ? Toi, est-ce que tu y as déjà personnellement participé auparavant ? Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette retraite, du coup ? Alors oui, moi j'ai déjà fait des retraites et j'ai trouvé le concept vachement intéressant. Donc le principe de base, c'est pourquoi retraite ? Surtout quand on est francophone, pourquoi retraite ? C'est vrai que j'ai pas 65 ans. Non, retraite, en fait, parce qu'on se retire de notre quotidien, on se retire de nos habitudes. Voilà, exactement. On se retire pour défaire ses habitudes, c'est pour se défaire aussi des choses qui peut-être ne nous servent pas, mais on n'a pas l'occasion de s'en rendre compte parce qu'on est pris dans le tourbillon de la vie. Donc on part en retraite, on se retire de notre quotidien et on prend ce temps juste pour nous. Donc les programmes, il y a tout type de programmes. Moi, ce que je propose pour le mois d'avril, donc il y en a en fait 2 des retraites, une retraite holistique. Holistique, pourquoi ? Parce que je fais le pont avec d'autres matières. Il va y avoir en plus du yoga de l'aromathérapie et en plus du yoga de la dramathérapie. Et la deuxième, on va se focaliser sur le yoga, mais je vais essayer de proposer des types de yoga différents en fonction des pratiques. C'est généralement un moment où on a l'opportunité de s'ouvrir au monde
particulier. Là, ce que j'essaye de développer et de trouver, ce sont des endroits un peu uniques. On va pouvoir sortir de la ville et se reconnecter à la nature. On a une nature superbe aux Émirats, on a un désert, on a des animaux. Voilà, c'est l'occasion de se mettre en contact avec cette partie des Émirats que peut-être on n'a pas l'occasion de rencontrer tous les jours. On a aussi l'occasion d'interagir, de rencontrer d'autres personnes avec ou sans le même état d'esprit. Toutes les personnes sont invitées à venir dans une retraite de yoga et venir à la rencontre de l'autre. On rencontre toujours des gens sympas, c'est toujours des expériences enrichissantes. On est dans un cadre qui, incite à s'ouvrir à l'autre. Et puis cette ouverture qu'on fait par rapport au monde, cette ouverture qu'on fait par rapport à l'autre, nous permet de revenir à nous enrichis de toutes ces expériences. Et on espère retourner en ville après la retraite, enrichi de tout ça, avoir fait le tri, ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder, revenir avec une mine rayonnante. Voilà. Et c'est sur plusieurs jours du coup Oui, les concepts, les programmes de retraite, c'est au choix des organisateurs. La première retraite que j'organise du 20 au 22, donc il y a 2 nuits, 3 jours. Et la deuxième, ce sera juste sur une nuit, 2 jours. Le même week-end, je me souviens plus exactement quelles sont les dates. D'accord, donc quel que soit son niveau, quel que soit... Exactement. De toute façon, moi dans mon concept, il y a français, je fais les retraites en français. Il y a aussi petits groupes, tout petits groupes. Je veux pas de fast retraite, je veux pas une retraite à 30 où je n'aurai pas le temps d'aider, de guider les étudiants convenablement. Et je veux pas égoïstement me priver de la rencontre avec l'étudiant. Si on est 30, je suis pas sûre de pouvoir venir à la rencontre de chacun des participants. Si on est 10 ou 15, ça reste faisable sur quelques jours. Donc oui, tout type de niveau. Et je serai là pour assister les gens, n'importe quel type de background, bien évidemment. Ok, génial. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'aime pas le yoga ? Moi, je te dis personnellement parce que moi, je me trouve pas très forte et donc parfois, j'ai envie d'abandonner parce que je me dis que je sais pas forcément faire des positions très évoluées dans le yoga. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'aime pas le yoga parce qu'il se sent pas assez fort dans cette discipline ? Je lui dirais 2 choses. Je lui dirais la chose que je t'ai dite à toi, il n'y a pas de fort ou faible dans le yoga. Il n'y a pas de compétition et surtout pas de compétition avec soi-même. Donc, il faut se détacher de ça, se détacher de cette image de soi-même, sur la tête, sur les mains ou peu importe. Ça n'est absolument pas ce qu'on cherche à faire dans le yoga. Pas de critères d'évaluation, ce qu'on veut, c'est se sentir bien. On avance avec son corps comme un allié et pas contre son corps. La deuxième chose, si vraiment on veut arriver à un yoga un peu plus acrobatique, tout vient avec la pratique. Ce sont juste des techniques. Donc, à raison de 5 fois par semaine, pendant 1 mois, il est fort possible que tu arrives à adopter ces positions. Mais oui, c'est le plus facile à accomplir, la partie physique. C'est le reste qui est important. C'est tout ce chemin qu'on fait intérieurement quand on part du corps dans lequel on est, de la respiration qu'on a, des battements de cœur qu'on a au début de notre pratique et qu'on avance avec cette pratique. Génial. Par rapport à ton activité, toi, est-ce que tu pourrais nous faire part d'une grande victoire et d'un grand défi que tu as pu rencontrer depuis que tu t'es lancée ? Donc, grande victoire dans mon domaine, j'en ai pas. J'ai des petites victoires au quotidien, justement, quand j'ai un étudiant qui arrive à cet état de relaxation, à cet état de méditation, à cet état de lâcher prise. Ça, c'est toujours une grande victoire pour moi. Mais elle n'est pas unique et j'espère en avoir beaucoup d'autres. C'est vachement gratifiant de pouvoir accompagner les gens sur ce chemin. Défi, le défi des retraites en français. Il y a beaucoup de retraites en ce moment à Dubaï, mais les faire en français, je veux voir. Est-ce qu'il y a une audience pour ça ? Est-ce que ça peut intéresser les gens de switcher en français ? Je me suis tenu le raisonnement que j'ai tenu au sein de mon couple. J'ai mentionné précédemment que mon mari n'est pas francophone. Et tous les deux, on a décidé de parler aux enfants dans notre propre langue parce que tout simplement, il y a des choses qu'on n'arriverait pas à transmettre en anglais. C'était aussi la raison pour laquelle je m'étais lancée dans les cours de yoga en français pour pouvoir transmettre à la hauteur de ce que je ressens. Alors, est-ce que les gens seront réceptifs à ça ou est-ce qu'ils se disent en anglais ou en français c'est la même chose ? À voir. À voir, Quels sont tes projets pour les années à venir ? Mes projets pour les années à venir ?
eh bien, continuer sur ce projet. Donc, le projet s'appelle Hayati Experience. Donc, Hayati, pour ceux qui comprennent pas l'arabe, ça veut dire la vie. Donc, les expériences de la vie, qui englobera toutes les retraites qu'on fera ici aux Émirats et peut-être au-delà. Donc, ça reste au niveau professionnel le projet numéro 1. Et puis oui, voir si on reste à Dubaï ou si on s'envole vers d'autres horizons. On sait qu'on est tous très contents à Dubaï, mais on sait aussi qu'on y est pour une période à durée déterminée. Donc il y a toujours ce point d'interrogation quand on est à Dubaï, mais jusqu'à quand? Ouais. Qu'à voir. On va finir par des petites questions sur Dubaï, justement, depuis que tu es arrivée. Un souvenir marquant que tu aurais vécu, que tu as à Dubaï? Bien évidemment, la naissance de ma deuxième fille. La première est née au Qatar, la deuxième est née aux Émirats. C'est drôle parce que dans notre famille, on est tous nés dans un pays différent. Ah ouais, c'est drôle. Mais oui, la naissance de Farah, c'était super. J'ai été très très bien accompagnée aux Émirats. Je vois beaucoup de jeunes femmes qui repartent dans leur pays pour accoucher parce qu'elles se sentent plus à l'aise. Alors l'accompagnement au niveau familial, je comprends tout à fait. Maintenant, l'accompagnement au niveau médical et même au niveau psychologique, pour moi, a été excellent aussi. Ah ouais, excellent. Oui, c'est une très très bonne expérience. À chaque fois que je retourne faire des vaccins pour les petites dans l'hôpital et que je ressens, parce que je suis très sensible à l'odorat, j'ai le sens de l'odorat assez développé, que je ressens l'odeur qu'il y avait quand j'ai accouché, j'ai envie d'avoir un autre enfant. Alors que je me suis dit que j'en aurais pas d'autres. Je suis là, oh, c'était cool. Ouais, c'est trop bien. C'est bon à savoir. C'est vraiment bon à savoir. Quelles sont les principales différences culturelles que tu notes entre ici et les pays francophones? Donc, si je m'en tiens à ici et les pays francophones, mais je dirais que c'est la possibilité de vivre dans le pays sans parler la langue officielle. Puisqu'on vit tous ici en étant... on n'a pas d'obstacle particulier sans maîtriser l'arabe. On parle tous anglais, je pense. Moi, ça a même été une des frustrations quand je suis arrivée. Quand on avait accepté l'expatriation à l'étranger dans les pays du Golfe, on s'était dit que ce serait l'occasion pour moi d'apprendre l'arabe pour pouvoir comprendre ce que ma belle famille dit dans mon dos. Oui. En plus, ouais. Mais non, je n'ai pas appris l'arabe. Ouais. En tout cas, pas avec ma présence. Je l'ai appris parce que, comme je vous ai précisé tout à l'heure, mon mari ne parle que l'arabe aux filles. Donc oui, j'ai l'arabe d'un enfant de 6 ans, d'un enfant de 18 mois. Je sais dire, ceci est ton bras, ceci est ta main, prends ton bain. S'il te plaît, ne fais pas ça. Parce que tes filles parlent arabe, du coup. Tes filles parlent arabe, oui. Et je n'ai pas appris, et j'ai pu vivre parfaitement sans besoin de cette langue officielle et nationale. Dans quel quartier as-tu décidé de t'installer et pourquoi? J'habite downtown. J'ai décidé de m'y installer parce qu'à l'époque, c'était proche de mon travail, quand je travaillais en consulting. Et puis, j'y suis restée parce que je suis définitivement une fille de downtown. J'adore downtown. Moi aussi. J'apprécie le fait qu'on n'ait pas besoin de la voiture, je peux tout faire à pied. J'apprécie le fait qu'on soit en centre-ville. J'apprécie le fait qu'on soit au cœur d'une grande ville, mais qui est quand même une vie de quartier. Je souffre pas du tout de l'anonymat des grandes villes. On a la communauté dans la résidence dans laquelle j'habite. Quand on descend sur le boulevard pour aller au parc, il y a les copains de l'école, il y a les copains, il y a mes étudiants. Pour moi, c'est le parfait compromis. On est en ville, c'est chouette, sans l'anonymat des grandes villes. Qu'est-ce que tu aimes à Dubaï? Qu'est-ce que j'aime à Dubaï? Beaucoup de choses, sinon je pense qu'on n'y serait pas resté. J'aime la qualité de vie, bien évidemment. Je trouve que le côté multiculturel, cosmopolite de Dubaï est grisant. C'est quand même assez exceptionnel, un pays qui accueille 90% d'étrangers et qui surtout les accueille tels qu'ils sont. On peut tous vivre à Dubaï tel qu'on est. Moi, j'ai jamais eu l'impression qu'on me regardait de travers parce que je m'habillais à l'européenne, parce que je parlais à l'européenne, parce que c'est vraiment une ouverture d'esprit assez exceptionnelle. Ouais, je suis totalement d'accord. Tes adresses préférées à Dubaï? Mes adresses préférées à Dubaï, à downtown. À downtown. Donc, un endroit qui fait vraiment partie de ma routine quasiment quotidienne. Maintenant qu'ils ont changé les horaires, un peu moins. Mais à l'époque, j'allais quasiment tous les matins chez Wild and the Moon. Ce café super healthy dans downtown. J'aime beaucoup les vibes de l'endroit. J'aime la musique. J'aime la jungle urbaine qu'ils essaient de recréer avec les plantes à l'intérieur. Il y a même des oiseaux qui croient vraiment qu'on est dans une jungle puisqu'ils rentrent à l'intérieur du store. Donc, j'aime vraiment beaucoup l'endroit. Le service est super, les gens sont sympas. En dehors de downtown, parce qu'il m'arrive de dépasser les frontières de downtown, j'aime bien Seva, où on est allé ensemble, Seva Experience.
l'ambiance. L'ambiance du jardin, la nourriture également saine, équilibrée, riche en nutriments, donc j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour les endroits où manger, parce que forcément, quand on nous demande les endroits qu'on aime à Dubaï, on pense tout de suite aux endroits pour manger, parce que manger fait partie des hobbies des gens qui habitent à Dubaï. Au-delà de ça, j'aime beaucoup aller à la plage. Ouais. J'aime, pour les petites, pour les enfants, le parc du District, Dubai Design District. D'accord. Il y a le skatepark, on peut aller avec les trottinettes, c'est super cool. Dans une ambiance... je sais pas si tu es déjà allé avec les blocs. Jamais, non, encore. C'est super. Ouais. C'est très instagrammable d'ailleurs. C'est vraiment très très sympa pour les enfants. Les structures de jeu sont bien pensées. C'est très cool. Oui, ça fait déjà 4. Ok, ouais, c'est déjà pas mal. Et ma dernière question, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui tournent en rond dans leur expatriation? Alors, je ne leur dirai pas parce que je m'efforce, en particulier en étant prof de yoga, de ne pas être dans le jugement, mais je ne comprends pas comment vous faites pour tourner en rond dans votre expatriation. Je pense que Dubaï, c'est un peu comme le yoga. Il y a tous les Dubaï. Donc, vous allez trouver le Dubaï qui vous correspond. On peut avoir la vie des blogueurs, mais on peut avoir une vie beaucoup plus simple. En fait, Dubaï, encore une fois, parce que le cosmopolite, comment on dit, le côté cosmopolite, le côté cosmopolite de la ville, le côté multiculturel, vous permet de vivre le Dubaï qui vous plaira. Donc, prenez juste le temps d'aller à la rencontre de cette ville, d'aller à la rencontre de ses habitants, et je suis sûre que vous allez finir par ne plus vouloir la quitter. Je l'ai vu 1000 fois, des gens qui arrivaient, qui se disaient, mais c'est boring. Comment ça, c'est boring? Comment ça, c'est ennuyeux? Bah, merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi.